Assistantes maternelles, parents, professionnels de la petite enfance. Ils poursuivent tous un même objectif, l'éveil de l'enfant. Le groupe IRSEM leur donne la parole. Parlons petite enfance. Dans cet épisode, Emmanuelle revient sur sa réorientation professionnelle. À la suite de soucis de santé, elle a entrepris une reconversion réussie en se formant au métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Car aider ceux qui en ont le plus besoin correspond le mieux à ses aspirations personnelles. Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 32 ans, j'habite à Villeneuve-d'Ascq et je suis AESH, qui veut dire accompagnante d'élèves en situation de handicap. Donc j'interviens dans les écoles quand il y a un cas, un élève, un enfant qui présente un handicap. Donc moi je l'aide, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau tout ce qui est mise en place sur sa chaise par exemple, le pousser s'il est en fauteuil. Ou alors des fois j'interviens quand c'est un élève qui est angoissé par exemple. J'interviens aussi pour tout ce qui est pour le calmer, pour l'apaiser. Avant d'être AESH, j'étais dans le commerce, donc ça n'avait rien à voir. J'étais employée de libre-service. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, je me suis rendu compte que les gens étaient un petit peu pas méchants entre eux, mais j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de partir dans le handicap pour vraiment aider, parce que je trouve qu'on était dans vraiment une situation où il fallait s'entraider. Et ça m'a fait ouvrir les yeux, ça m'a fait un choc. En fait, je me sentais plus trop à l'aise dans le commerce, donc que ce soit avec les clients ou avec ma hiérarchie. Et puis j'avais quelques soucis de santé aussi, soucis de canal carpien, donc je pouvais plus porter trop de lourd. Donc je me suis dit, faut vraiment à 32 ans, il faut vraiment que j'essaye de changer de métier rapidement. Et puis j'ai cherché pendant plusieurs mois ce que je pourrais faire. Et voilà, je suis tombée sur AESH et puis je me suis documentée. Puis ça m'avait plu, donc voilà. De mon bilan de compétences, il en ressortait beaucoup que j'étais quelqu'un qui avait besoin de relations. J'aime beaucoup tout ce qui est social. Donc moi de base, je voulais partir avec des personnes handicapées parce que j'avais ce besoin d'aider les autres en fait. Mais comme j'ai des soucis de canal carpien, je me suis dit le handicap, si je fais ça avec des adultes, ça va être un peu compliqué s'il faut faire des soins, porter, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas les enfants. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, on demande pas mal de compétences et de diplômes que je n'ai pas. Donc j'ai essayé de trouver un métier que je pourrais faire avec mes propres expériences et mes diplômes. Et comme j'avais déjà j'ai un BTS, donc je suis au-dessus du niveau bac, et en fait j'ai postulé à la DSDEN pour faire ce poste-là, à l'AESH. J'ai suivi une formation qui était à distance. Donc d'un côté, ce qui est bien, c'est qu'on peut, on peut étudier dans un cadre posé, chez soi, tranquillement, quand on le souhaite, sans pression. Et de l'autre, c'est vrai que ça manquait pas mal de relations. Quand on avait des questions, c'est vrai que on devait plutôt chercher sur Internet plutôt que demander à la personne qui devait normalement être en face de nous. La formation s'est faite à distance, en fait, à cause du Covid, effectivement. On pouvait pas, parce qu'on était une centaine de participants, donc on ne pouvait pas tous se retrouver dans un amphi, c'était pas possible. Au niveau de la formation, c'est une formation que l'Éducation nationale nous envoie. On a en gros 60 heures de formation, donc c'est divisé en plusieurs choses. Donc on a une quarantaine d'heures de formation de son côté avec des documents qu'on nous envoie. On fait des petits exercices et puis à la fin de chaque module, on a un bilan qu'on envoie. Ensuite, on avait une quinzaine d'heures en visioconférence pour un peu pousser justement la formation qu'on a fait initialement. Donc pendant ces visioconférences, on peut parler justement à des conseillers pédagogiques. Et puis avec d'autres AESH qui ont une carrière, qui sont dans le poste depuis longtemps. Et ensuite, on a une demi-journée aussi pour passer le brevet de secourisme, donc niveau 1. Dès qu'on est embauché, on est tout de suite AESH. Ensuite, on fait la formation et là, au bout des 60 heures, on peut prétendre à être formé et opérationnel.
Malheureusement, j'ai pas pris contact avec les personnes qui étaient en visio, parce que tout simplement, pour la bonne raison que c'est des personnes qui débutent, comme moi, donc qui n'ont entre guillemets pas encore assez d'expérience, mais je discute pas mal avec les AESH ou dans l'école où j'interviens, je leur pose pas mal de questions, parce qu'elles ont une carrière vraiment... elles sont là depuis au moins 6-7 ans, donc elles ont vraiment du bagage. Donc oui, je discute pas mal, je leur pose pas mal de questions. On est environ 6 ou 7 AESH dans toute l'école, sachant que c'est une grande école. Il y a une quinzaine de classes, donc il y a pas mal d'enfants avec des dossiers. Donc oui, c'est pas de trop. Avec les autres AESH, on communique déjà verbalement, on se voit tous les jours. Donc c'est ça qui est bien, on échange pas mal. Puis après, c'est vrai que j'ai pas mal de numéros de téléphone quand j'ai une question importante ou quand je reçois par exemple des papiers ou des mails que je ne sais pas trop, je leur envoie tout de suite un message pour en parler. Mais non, on n'a pas vraiment de réseau AESH. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de pages Facebook, AESH, tout ça, mais moi, je préfère vraiment connaître les personnes et discuter avec. Alors, c'est des personnes qui sont plus âgées que moi, mais qui ont fait à un moment de leur carrière une reconversion comme moi. Par exemple, je sais qu'il y a une AESH avec qui je m'entends très bien. Elle était dans l'informatique avant, donc rien à voir. Et oui, elle en a eu marre aussi, un peu comme moi. Elle avait trop de pression, burn-out, tout ça, et donc elle a décidé de se mettre au service des enfants en situation de handicap. Si on a besoin d'argent, c'est pas le métier qu'il faut faire, clairement. Parce qu'on est payé très peu. On fait que 24 heures semaine, donc on fait les temps scolaires. Donc c'est très très peu, 24 heures semaine. Donc on est payé très très peu. Donc faut vraiment faire ça si on aime le métier. Si on a vraiment envie de se sentir utile et si on a la passion. J'avais pas mal d'appréhension parce que je suis quelqu'un d'assez doux, on va dire. Et j'avais un peu peur, des craintes de tomber sur des enfants un petit peu violents que je ne saurais pas gérer, mais après, mes collègues m'ont rassurée en me disant que j'étais pas tout seul, et puis qu'il y avait aussi le professeur, et puis si vraiment ça n'allait pas, je pouvais en parler à la directrice. Donc je suis bien tombée, je suis dans une école vraiment au top, qui est très à l'écoute de ses AESH, ses enseignants, tout ça. Donc maintenant, ça va mieux. Je n'ai plus trop de craintes après presque une année scolaire passée. Mais non, voilà, tout va bien. C'est un métier où il faut être très patient, très à l'écoute des besoins des enfants et surtout très observateur. Avant que je commence en tant qu'AESH, quand j'en parlais à mon entourage, quand je leur ai dit et je leur ai annoncé que j'allais être AESH, donc accompagner des enfants en situation de handicap, tout de suite c'est vrai qu'on pense aux gros handicaps lourds. C'est-à-dire les enfants qui vont être en fauteuil, qu'il va falloir changer, ou alors les gros handicaps, trisomie, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des handicaps que les gens ne pensent pas. C'est tout simplement, par exemple, la dyscalculie, voilà, ou tout simplement des troubles du comportement, ou alors des troubles de l'attention. C'est vrai que ça, il y en a pas mal. En tant qu'AESH, il n'y a pas d'évolution possible, on sera toujours AESH. Après, c'est vrai qu'on peut, avec l'ancienneté, monter en grade. Donc, niveau salaire, je sais qu'on va gagner un peu plus, et puis niveau stabilité de l'emploi aussi. Mais en tant qu'AESH, il n'y a pas de... Voilà, je ne vais pas passer de grade. Avec ce métier-là, c'est qu'on sera vraiment envoyé dans les écoles de notre secteur d'habitation. Donc moi, j'habite Villeneuve d'Ascq, donc je serai toujours envoyée dans les écoles de Villeneuve d'Ascq. J'ai plusieurs enfants en suivi. Donc en fait, ce que j'ai fait en tout début d'année, c'est que j'ai fait un emploi du temps, tout simplement, avec les enseignants. Et je me suis répartie en fait dans les classes. Donc je suis un certain nombre d'heures un élève, un certain nombre d'heures un autre élève. Donc voilà, je fais un roulement. Et en fonction de leurs besoins, en fait, c'est vrai que ma concentration, elle se porte vraiment sur
vraiment un point spécifique de l'élève. Par exemple, j'ai un élève qui a un trouble de l'attention, donc je vais vraiment être attentive à ce qu'il prenne toujours ses affaires et puis qu'il n'attende pas, qu'il rêvasse pas. J'ai un autre élève où il faut plutôt l'encourager, le rassurer. Donc l'école, c'est 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Je peux faire par exemple 1 heure un enfant, puis les 2 heures suivantes un autre enfant, puis l'après-midi je tourne, je suis dans une autre classe. J'ai toujours mes élèves attitrés tout au long de l'année. Hein. On a plusieurs heures attitrées à certains enfants, mais l'école en fait a mis une double sécurité, on va dire, parce que ça peut arriver que nous on soit pas là, et du coup l'enfant se retrouve tout seul. À gérer. Voilà. Donc en fait, parfois on est 2 sur un enfant et on tourne, on essaye de tourner voilà, en fonction des emplois du temps des profs et les nôtres. Pour ce qui est de la fatigue, c'est vrai que parfois on peut être fatigué parce que c'est vrai que les enfants, c'est un peu nos patrons. Donc c'est c'est en fonction de leur comportement en fait qu'on va être fatigué ou non. C'est vrai que parfois ils ont envie de travailler, parfois non, un peu comme nous. Hein. Des fois on n'a pas envie de travailler, ça se comprend. On est fatigué et tout ça, mais du coup ça se répercute sur leur comportement. Donc du coup entre guillemets, ils nous épuisent un petit peu mentalement. Mais en général ça va. Enfin, moi je trouve que c'est quand même assez gratifiant de voir que les enfants ils sont contents de nous voir, de les voir arriver le matin avec un grand sourire parce qu'on est là. Moi je trouve que ça met du baume au cœur quand même. Dans certaines écoles, on va plus nous dire fais attention à ça, à ça. Mais moi dans l'école où je suis, j'ai carte blanche. C'est vraiment, j'essaye d'accompagner l'enfant vraiment avec mes observations, comme je le ressens en fait. Je sens qu'il a besoin d'aide, par exemple, je sais pas, par exemple sur le français, je sais qu'il va pas bien comprendre les textes ou quoi. J'essaye vraiment de reformuler, de lire à haute voix quand c'est possible. J'essaye vraiment de faire un maximum avec mes observations en fait. Mais j'ai pas comment dire, l'enseignant ne va pas me dire bon, faut que tu sois là pour ça, pour ça, pour ça. Voilà, j'essaie vraiment de faire en fonction de mes observations. Moi, ça me rassure parce qu'il m'aime bien. Bon, après, j'ai toujours le sourire, donc ça doit aussi les rassurer. Puis moi, je vais pas les punir ou quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour les aider. Donc ils le savent. Ils me perçoivent comme un soutien. Ils sont toujours ravis quand je suis là, parce que j'ai toujours le sourire, donc ils apprécient. Et je suis là pour les aider, donc ça, ils le savent et ça les rassure. Alors je dirais qu'ils me voient un peu plus comme une amie, on va dire, adulte, avec qui ils peuvent parler de leurs jeux de récréation, ou aussi bien de leurs petits soucis de cours d'école, ou de leurs problèmes à la maison aussi, ça arrive des fois. Hein. Mais voilà, je suis un peu leur confidente, on va dire. Alors cette année, j'ai pas de handicap lourd à gérer. J'ai dû faire un remplacement au mois d'octobre parce qu'il y avait dans une école, il y avait une AESH en arrêt maladie et il y avait un enfant qui était en fauteuil roulant. Donc j'ai dû impérativement aller l'aider parce qu'il passe en priorité quand c'est comme ça, quand c'est des handicaps lourds. Voilà. Mais j'ai pas eu à gérer de gros handicaps. Cet enfant-là, il était juste en fauteuil, donc je vais l'aider dans la mise en place dans l'école, s'asseoir sur sa chaise. Il avait un corset-siège, donc l'attacher sur son corset-siège, le mettre dans son fauteuil, pousser son fauteuil. Parfois, l'aider quand on allait au sport à l'habiller, parce que c'est vrai qu'il avait une attelle, donc c'était pas évident à se changer, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas de gros handicap lourds. Mais ça peut arriver que j'en ai au cours de ma carrière. Ça dépend des handicaps. Ils peuvent demander une aide pour les aider physiquement.
mais aussi un petit peu moralement pour certains. Euh, voilà, puis après des fois c'est... Par exemple, quand ils comprennent pas une consigne, moi je répète, j'essaye de reformuler avec des mots qu'ils comprennent mieux. J'essaye de les aiguiller vers les pistes, voilà, pour qu'ils trouvent tout seuls, mais c'est pas mon but de leur donner tout cuit la réponse. Alors des fois, ça peut arriver que l'enfant il s'absente du cours parce qu'il a des rendez-vous, par exemple chez l'ergothérapeute, enfin voilà, qu'il ait des, par exemple chez la pédopsychiatre, il a des rendez-vous pendant les temps de cours. Et quand c'est possible, ça se fait dans l'école. Donc moi, je peux être là et assister à une séance. Mais quand ça se fait vraiment dans un centre, dans un lieu médicalisé, là, je reste dans l'école et je vais vers un autre enfant qui en a besoin. J'avais peur que les enfants avec une AVS soient un petit peu exclus. Mais non, pas du tout, parce qu'au final, les autres enfants, ils sont contents aussi de me voir, parce que des fois, c'est vrai que quand ils n'ont pas compris une consigne, ils se retournent, j'ai pas compris. Donc je leur explique aussi, parce que c'est vrai que l'enseignant, il y a pas mal d'élèves à gérer, donc ça leur fait aussi un petit poids en moins. Donc voilà, non, je pense que aussi bien les enseignants que les autres enfants, ils sont quand même contents qu'on soit là. On prône l'inclusion, donc on estime que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école dans les mêmes conditions, que ça se passe bien. Après, si c'est vraiment des gros handicaps lourds qui mettent la vie de l'enfant lui-même en danger et qui met en danger les autres, là, c'est préférable qu'il aille en centre. Mais en temps normal, tous les handicaps, tous les enfants en situation de handicap sont les bienvenus à l'école. Quand il y a des nouveaux dossiers, quand les enfants ont un dossier, c'est l'école qui gère en fait. En fonction du nombre d'AESH présents dans l'école, la directrice, elle va répartir en fait chaque AESH sur tel enfant, et elle va faire son petit planning. Et puis nous, on va devoir s'arranger en fait entre les enfants qu'on suit et les professeurs en fonction des besoins en fait. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les professeurs des progrès que les enfants que j'ai en suivi. Des progrès que les enfants que j'ai en suivi. Et j'essaye, en fait, dès que je remarque quelque chose, au soir, en fait, je lui fais un petit compte-rendu. Il a bien fait ça, il a pas réussi à faire ça, ou au contraire, il a des soucis avec ce genre d'exercice. Puis voilà. En fait, chaque fin de cours, j'essaye un petit peu de lui donner mes impressions. Plusieurs fois dans l'année, les enfants que j'ai en suivi qui ont des dossiers vont passer en fait des ESS, c'est des espèces de petits bilans. On va parler de leur cas, on va parler de leur progression ou de leur régression, ce qu'ils auraient besoin, s'ils ont besoin encore plus d'heures d'accompagnement ou moins d'heures d'accompagnement. Et dans ce type de réunion-là, moi, je suis conviée parce qu'il y a les parents, la directrice, la professeure et moi. Donc on discute vraiment pendant 1 heure du cas de l'enfant. Et voilà, après, on avise en fait si on appuie le soutien ou au contraire, il a moins de soutien. Moi, je vois ça un petit peu comme une grande famille. On essaye en fait de faire avancer un enfant. Donc, il faut que tous les membres s'entendent bien, que ce soit la directrice, les parents, nous, à ESH ou la professeure. On veut que l'enfant réussisse, donc on est tous unis. Et on veut que ça se passe bien, donc on discute pas mal, sans reproche, s'il y a des reproches. On est vraiment sur la discussion, on essaye vraiment de savoir, on essaye vraiment de chercher comment on pourrait améliorer l'apprentissage de l'élève. Je trouve que c'est un métier qui n'est pas trop reconnu. Pourtant, on est utile, on va dire, à la vie scolaire. Après, comme je disais tout à l'heure, faut pas faire ce métier-là pour l'argent. Parce que clairement, c'est vrai qu'on gagne pas grand-chose. Alors que notre métier est super important pour les enfants en situation de handicap. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas assez valorisé là-dessus. Il n'y a pas assez
je vais pas dire de publicité, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, par exemple pour les forums, sur les forums pour l'emploi, par exemple. Moi, j'ai jamais vu à ESH. Moi, il y a que récemment que j'ai connu ce métier parce que j'ai cherché de mon côté, mais c'est vrai que c'est pas vraiment un métier connu. On connaît surtout les métiers comme ATSEM, tout ça, mais c'est vrai qu'à ESH, on opère un peu dans l'ombre. Enfin, moi, personnellement, je suis passionnée, donc je regrette pas d'avoir changé de métier. Moi, j'adore, c'est que quand les enfants ils me voient arriver, qu'ils me disent « T'es avec nous aujourd'hui ?» et que je leur dis « Bah non, malheureusement, je dois faire un remplacement dans telle classe », qu'ils me disent « Oh non !» Parlons Petite Enfance, un podcast du groupe IRSEM.